Imagine gagner en célébrité non pas pour votre talent, mais malgré l'absence de celui-ci. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement fait de performances extraordinaires. Il comptait aussi des stars qui étaient critiquées pour leur jeu d'acteur, mais qui ont quand même attiré les projecteurs. Des expressions figées de Chuck Norris au rôle d'action unidimensionnel de Charles Bronson, ces acteurs ont su charmer les spectateurs, même si les critiques n'étaient pas impressionnés. Vous vous êtes déjà demandé comment quelqu'un comme Johnny Weissmuller est devenu un nom connu malgré ses compétences d'acteur limitées? Restez avec nous alors que nous dévoilons les histoires fascinantes de 24 acteurs dont la célébrité a défié leur talent d'acteur. Edward D. Wood. Ed Wood représente une étude de cas fascinante dans l'infamie cinématographique, en particulier dans le domaine du jeu d'acteur et de la réalisation à Hollywood au milieu du XXe siècle. Contrairement aux acteurs traditionnels qui ont acquis de la reconnaissance grâce à leur talent, Wood est devenu légendaire précisément en raison de son manque extraordinaire de talent conventionnel. Dans des films comme Plan 9 depuis l'espace, Wood a démontré des compétences en jeu et en réalisation si remarquablement mauvaises qu'elles ont transcendé la critique typique. Ses performances étaient rigides, peu convaincantes et dépourvues d'expression émotionnelle nuancée. Il semblait ignorer les techniques de base de l'art dramatique, comme la livraison naturelle des dialogues, le développement significatif des personnages ou le maintien d'une logique narrative cohérente. Le style d'interprétation de Wood pourrait être décrit comme mécaniquement comique. Il se déplaçait avec une présence maladroite, presque robotique, qui semblait détachée de toute émotion humaine authentique. Ses répliques étaient souvent monotones, dépourvues de toute subtilité ou compréhension de sous-texte dramatique. Lorsqu'il apparaissait à l'écran, le public était plus souvent déconcerté qu'émotionnellement engagé. Ce qui distinguait vraiment Wood, c'était sa persévérance remarquable. Malgré des échecs critiques et commerciaux constants, il continuait à faire des films avec un enthousiasme contagieux, à la fois admirable et déconcertant. Il utilisait toutes les ressources disponibles, y compris des accessoires notoirement bon marché, des scénarios incompréhensibles et des acteurs parfois à peine compétents, pour réaliser ses visions cinématographiques. Son film le plus célèbre, Plan 9 from Outer Space, est souvent considéré comme le summum de la comédie involontaire au cinéma. Le film présente des éléments de scénario absurdes, des effets spéciaux visiblement bon marché, et un jeu d'acteurs si rigide qu'il semble exister dans un domaine au-delà de la critique traditionnelle de la performance. Les acteurs semblaient lire les répliques sans en comprendre le sens, les décors semblaient pouvoir s'effondrer à tout moment, et la logique narrative était fondamentalement absurde. Steve Reeves. Steve Reeves représente une transformation fascinante dans la perception d'Hollywood de la masculinité et du jeu d'acteur durant les années 1950 et début des années 1960, incarnant la transition des acteurs traditionnels vers des présences physiques impressionnantes à l'écran. L'industrie cinématographique italienne, en particulier pendant l'âge d'or du genre péplum, est devenue le foyer cinématographique principal de Reeves. Ses films épiques historiques, connus sous le nom de films d'Hercule en anglais, étaient parfaitement adaptés à ses attributs physiques. Des films comme Hercule et la Reine de Lydie ont tiré profit de son impressionnante musculature, créant un nouvel archétype de masculinité héroïque davantage axé sur le spectacle visuel que sur la performance nuancée. Le style de jeu de Reeves pourrait être décrit comme monumentalement statuaire. Il bougeait avec la précision d'un culturiste, chaque mouvement calculé, muscles parfaitement positionnés. Cependant, cette maîtrise physique se faisait au détriment de la profondeur émotionnelle. Ses répliques étaient souvent rigides et déclaratives, manquant de la subtilité que les acteurs de la méthode de la même époque, comme Marlon Brando, introduisaient dans le cinéma. Ce qui manquait à Reeves en complexité d'interprétation, il le compensait par une pure charisme visuel. Sa silhouette de 1,85 m, pesant 95 kg avec un tour de poitrine de 122 cm et des biceps de 46 cm, faisait de lui une sculpture ambulante. Les spectateurs étaient plus intéressés à le voir accomplir des exploits héroïques qu'à analyser son amplitude dramatique. Fait intéressant, Reeves était très conscient de ses limites. Il n'a jamais prétendu être un acteur dramatique, préférant les rôles qui mettaient en valeur ses capacités physiques. Cette conscience de soi était rare à une époque où les acteurs aspiraient souvent à être considérés comme de sérieux interprètes dramatiques. L'industrie cinématographique italienne de la fin des années 1950 et du début des années 1960 a transformé Reeves en icône internationale. Ses films d'Hercule étaient des phénomènes mondiaux, introduisant un nouveau type de héros masculin au public du monde entier. Il est devenu un modèle pour les futures stars d'action, montrant que la présence physique pouvait être aussi captivante que les compétences d'acteurs traditionnels. Il a pris sa retraite du métier relativement.
tôt, comprenant que son attrait unique était lié à un moment spécifique de l'histoire du cinéma. George Brent. La carrière de George Brent est un exemple classique de comment la simple quantité ne rime pas toujours avec qualité. Apparaissant dans plus de 100 films, il était un acteur principal fiable durant l'âge d'or d'Hollywood, souvent choisi aux côtés de grandes stars, comme Bette Davis et Barbara Stanwyck. Malgré sa production prolifique, Brent n'a jamais reçu de récompense d'acteur significative, et les critiques ont souvent qualifié ses performances de peu remarquables. Bosley Crowther du New York Times l'a un jour décrit comme adéquate mais sans inspiration, et ce sentiment l'a suivi tout au long de sa carrière. Ses rôles étaient souvent considérés comme sûrs et prévisibles, avec peu de variations dans le ton ou l'interprétation. Le personnage réservé et gentleman de Brent fonctionnait bien pour les drames romantiques, mais manquait de profondeur émotionnelle ou de polyvalence nécessaire pour des performances marquantes. Bien que ses costards aient souvent reçu des éloges, Brent était étiqueté comme l'homme de confiance, dont la tâche principale était de soutenir le récit plutôt que de voler la vedette. Pourtant, le public de l'époque appréciait son charme et sa présence constante, même s'il éblouissait rarement. La carrière de George Brent pose une question intrigante. La constance et la fiabilité peuvent-elles à elles seules définir une vedette, même en l'absence de reconnaissance critique? Explorons comment des acteurs comme Brent ont navigué sous les feux exigeants de Hollywood. Vera Ralston. Vera Ralston était un exemple parfait de la manière dont le népotisme pouvait influencer de manière dramatique le casting à Hollywood au milieu du XXe siècle. L'entrée de Ralston à Hollywood ne s'est pas faite par le mérite traditionnel d'actrice, mais grâce à sa relation étroite avec Herbert G. Yates, le puissant patron de Republic Pictures. Yates, qui avait une relation amoureuse avec Ralston et devint plus tard son mari, la choisissait constamment pour des rôles principaux, malgré les critiques généralisées sur ses capacités d'actrice. Cette approche népotiste la protégeait effectivement des critiques professionnelles habituelles auxquelles la plupart des acteurs étaient confrontés à cette époque. Ses performances étaient systématiquement critiquées par les critiques qui décrivaient souvent son jeu comme rigide, émotionnellement déconnecté et terriblement peu convaincant. Contrairement aux autres acteurs qui peuvent s'améliorer avec l'expérience, Ralston semblait imperméable à toute croissance professionnelle, offrant constamment des performances considérées comme amateurs et dépourvues de véritable profondeur dramatique. Elle est devenue un exemple typique d'une actrice dont la présence dans les films résultait davantage de connexions personnelles que de talent artistique. Tout au long de sa carrière, qui a couvert environ 25 films, Ralston n'a jamais reçu de prix d'acteur significatif ni de reconnaissance critique. Ses rôles étaient principalement dans des productions à petit budget chez Republic Pictures, un studio plus connu pour ses films de série B et ses westerns que pour des productions dramatiques de haute qualité. Cela soulignait encore davantage la perception selon laquelle son casting était davantage dû à une faveur personnelle qu'à un mérite professionnel. Le Hollywood de son époque était notoirement connu pour de telles pratiques, où les dirigeants de studios pouvaient essentiellement créer des stars grâce à leur influence personnelle. Vera Ralston est décédée le 9 février 2003. David Carradine. La carrière de David Carradine témoigne de la nature complexe de la célébrité à Hollywood. Né le 8 décembre 1936 dans une famille d'acteurs, il est apparu dans plus de 100 films et de nombreuses séries télévisées. Malgré sa filmographie étendue, Carradine n'a jamais reçu de grand prix d'interprétation, et ses performances ont souvent suscité des critiques mitigées. Carradine a acquis une reconnaissance générale pour son rôle de Kwai Chang Caine dans la série télévisée des années 70, Kung Fu. L'émission a été un succès commercial, mais les critiques étaient partagées sur son interprétation. Certains ont loué sa présence unique à l'écran, tandis que d'autres ont trouvé son jeu d'acteur manquant de profondeur. Dans une critique du New York Times de 1973, John G. O'Connor a noté que la performance de Carradine avait une sérénité particulière, mais a remis en question si cela se traduisait par un jeu d'acteur captivant. Dans le cinéma, le travail de Carradine allait de classiques cultes comme Death Race 2000, 1975, à des succès grand public tels que la série Kill Bill de Quentin Tarantino, 2003 à 2004. Tarantino a choisi Carradine pour le rôle de Bill, un rôle qui a revitalisé sa carrière. Le réalisateur admirait la présence iconique de Carradine et pensait qu'il apportait une qualité mythique au personnage. Cependant, certains critiques ont estimé que la performance de Carradine était éclipsée par la violence stylisée du film et son ensemble de casting. Malgré sa production prolifique, le jeu d'acteur de Carradine était souvent critiqué pour son inconsistance. Ses performances pouvaient osciller entre captivantes et médiocres.
conduisant certains à le voir comme une figure énigmatique à Hollywood. Ses compétences en arts martiaux et sa voix distinctive ont fait de lui une présence mémorable à l'écran, mais ses talents d'acteur sont restés un sujet de débat tant parmi les critiques que le public. Rory Calhoun. Rory Calhoun est un exemple classique de la façon dont Hollywood, dans les années 1950 et 1960, valorisait le physique plus que le talent d'acteur. Né Francis Timothy McCown en 1922, Calhoun est devenu célèbre pour son image robuste et séduisante, jouant souvent des héros de western. Bien qu'il ait eu l'apparence requise, son jeu d'acteur était souvent critiqué pour être rigide et manquer d'émotion. Il s'appuyait davantage sur son apparence et sa forte présence que sur la profondeur de ses personnages. À cette époque, le système des studios hollywoodiens se concentrait sur la création de stars commercialisables, et Calhoun correspondait parfaitement au modèle. Des studios comme 20th Century Fox et Universal International lui attribuaient des rôles où il devait principalement avoir l'air dur, se tenir droit et réciter des répliques sans trop d'efforts dramatiques. Ses rôles révélateurs sont venus dans des westerns et des films d'aventure, où son charme masculin attirait le public, surtout les femmes. Les critiques ont souvent souligné que les performances de Calhoun manquaient de profondeur émotionnelle par rapport à des acteurs comme Montgomery Clift ou James Dean. Dans des films comme Way of a Gaucho et Apache Territory, il jouait des personnages similaires, des héros durs et séduisants, avec peu de variations. Bien que cela ne fût pas entièrement de sa faute, puisque les studios le cantonnaient à ses rôles pour vendre des billets, cela signifiait qu'il n'a jamais eu l'occasion de montrer beaucoup de variété. Pourtant, le public l'adorait, et il est devenu une star fiable, même si les critiques n'étaient pas impressionnés. Buster Crabbe, le roi original des séries d'action comme Flash Gordon et Buck Rogers. Né le 7 février 1908, la carrière de Crabbe s'est étendue sur plus de 75 films. Bien que son athlétisme et ses médailles d'or olympiques en natation l'aient aidé à faire la transition vers Hollywood, son jeu d'acteur manquait souvent de l'éloge critique. Les performances de Crabbe étaient fréquemment décrites comme monotones et sans relief, les critiques soulignant son incapacité à exprimer des émotions plus profondes ou une complexité dramatique. Ses répliques étaient souvent délivrées de manière rigide et mécanique, ce qui montrait clairement que sa force résidait davantage dans les rôles physiques que dans la finesse du jeu d'acteur. Une critique dans The Hollywood Reporter a un jour remarqué que Crabbe était parfait pour le rôle de héros de série, mais pas pour grand-chose d'autre. Les réalisateurs l'engageaient pour sa capacité à réaliser des cascades et des scènes d'action, évitant souvent tout besoin de jeu d'acteur nuancé. Il était cantonné à des rôles qui mettaient en avant ses capacités physiques plutôt que sa palette d'interprètes. La carrière de Crabbe est devenue un symbole de la manière dont la physicalité pouvait éclipser les compétences d'acteurs traditionnels, mais ses limites en tant qu'acteur étaient apparentes pour les critiques et ses pairs dans l'industrie. Joan Bennett. Joan Bennett, née le 27 février 1910, était une star glamour de l'âge d'or d'Hollywood avec une carrière couvrant plus de 75 films. Reconnue pour ses rôles dans des classiques comme The Woman in the Window et Scarlet Street, elle a même reçu un prix honorifique au Festival de Venise en 1947. Cependant, sous sa beauté et sa présence à l'écran, les critiques trouvaient souvent que ses performances manquaient de la profondeur émotionnelle attendue d'une tête d'affiche. Bien que Bennett excellait dans des rôles nécessitant élégance et sophistication, elle avait du mal avec des rôles plus émotionnellement exigeants. Les critiques soulignaient souvent que son jeu pouvait sembler mécanique et que ses personnages paraissaient souvent distants ou déconnectés. Une critique dans The New York Times a une fois remarqué que sa performance dans Scarlet Street reposait plus sur son charme que sur sa capacité à incarner pleinement la complexité du rôle. Les réalisateurs admiraient son professionnalisme, mais elle était parfois considérée comme une interprète qui jouait la sécurité, évitant les risques qui pourraient élever une performance. Même ses costards la dominaient parfois dans des scènes nécessitant un engagement émotionnel intense. Bien que indéniablement glamour et compétente, la carrière d'actrice de Joan Bennett a fait face à des critiques récurrentes pour son manque perçu de profondeur et d'amplitude dynamique. Victor Mature. Victor Mature était une star d'Hollywood qui ne se prenait jamais trop au sérieux. En fait, il a célèbrement plaisanté. « Je ne suis pas acteur, et j'ai 64 films pour le prouver. » Sound. Avec plus de 70 films à son actif, Mature est devenu une vedette du box-office dans les années 40 et 50 grâce à son apparence saisissante et sa présence imposante. Surtout connu pour ses rôles dans des épopées comme Samson et Dalila en 1949 et La Tunique en 1953, il incarnait souvent des personnages forts et silencieux qui convenaient plus à sa physicalité qu'à son jeu d'acteur. Les critiques, cependant, étaient moins indulgents.
Sa performance dans était souvent qualifiée de rigide, avec une profondeur émotionnelle limitée. Bosley Crowther du New York Times a décrit son jeu d'acteur dans The Robe comme manquant de conviction, et d'autres critiques soulignaient souvent que son apparence séduisante éclipsait sa capacité à offrir une performance captivante. Le terme d'acteur musclé était souvent utilisé pour décrire mature, impliquant qu'il était choisi pour son physique plutôt que pour son talent. Malgré les critiques, Mature a eu une longue carrière et a cultivé un public fidèle. Son humour autodérisoire et son charme indéniable l'ont aidé à naviguer dans une industrie où l'image comptait souvent plus que le talent. Il reste une figure fascinante qui a accepté ses limitations tout en brillant sur grand écran. Dorothy Lamour. Dorothy Lamour était l'une des stars les plus glamour de l'âge d'or, connue pour sa beauté et ses talents musicaux. Avec plus de 60 films à son actif, elle a acquis la célébrité en tant qu'actrice principale dans les populaires films Road to, aux côtés de Bing Crosby et Bob Hope. Elle apparaissait souvent comme l'intérêt amoureux exotique, vêtue de ses sarongs emblématiques, qui sont devenus une partie iconique de son image. Cependant, le jeu d'actrice de Lamour passait souvent au second plan par rapport à son apparence et ses performances musicales. Les critiques décrivaient fréquemment son jeu d'actrice comme terne et trop dépendant de son apparence. Dans la série Road to, son charme et sa chimie à l'écran avec Crosby et Hope étaient indéniables, mais ses performances manquaient de profondeur et de nuances comparées à celles d'autres actrices principales de son époque. Malgré les critiques, le charisme de Lamour lui a permis de traverser des décennies à Hollywood. Ses fans l'adoraient, et elle est restée un symbole du cinéma d'évasion pendant des périodes difficiles comme la Seconde Guerre mondiale. La carrière de Dorothy Lamour démontre comment charisme et beauté pouvaient éclipser le talent d'actrice, lui permettant de rester une figure bien aimée de l'histoire d'Hollywood. George Raft. Le parcours hollywoodien de George Raft est une histoire de charme plutôt que d'artisanat. Connu pour ses rôles de gangster dans des films comme Scarface et certains l'aiment chaud, Raft est devenu synonyme de l'archétype du dur à cuire. Ses costumes élégants, ses cheveux gominés et son comportement de rue ont fait de lui une icône du cinéma des années 1930. Pourtant, les critiques louaient rarement ses talents d'acteur. Les performances de Raft étaient souvent qualifiées de rigides, avec peu de gamme émotionnelle. Il s'en tenait à jouer des personnages similaires, s'aventurant rarement au-delà du rôle du gangster charmant mais dangereux. Les critiques comme Graham Greene ont noté son manque de polyvalence, Greene écrivant que Raft semble avoir une expression dans un détachement différent. Mais malgré ces critiques, la personnalité de Raft en dehors de l'écran ajoutait à son mystère. Ancien danseur avec des liens avec le crime organisé, ses expériences réelles apportaient une authenticité à ses rôles. Il n'a peut-être pas été célébré pour son jeu d'acteur, mais son magnétisme et sa présence unique ont fait de lui un incontournable de l'âge d'or d'Hollywood. La carrière de George Raft montre comment la personnalité et le typecasting peuvent parfois triompher du talent brut, captivant le public malgré le mépris critique. Mary Wilson. Mary Wilson était l'archétype de la blonde écervelée de l'âge d'or d'Hollywood. Avec sa personnalité pétillante et son sens du timing comique, elle est devenue une figure populaire dans plus de 50 films et de nombreuses émissions de radio et de télévision. Mieux connue pour son rôle dans la série télévisée et radiophonique Mon amie Irma, Wilson jouait souvent des personnages superficiels ou naïfs, un type de personnage qui a à la fois défini sa carrière et limité ses opportunités pour des rôles plus substantiels. Les critiques n'étaient pas toujours gentilles. Ses performances étaient souvent décrites comme monotones ou sans nuance, avec peu de profondeur ou de polyvalence. Elle s'appuyait fortement sur son charme comique et son attrait physique, ce qui éclipsait parfois ses talents d'actrice. Bosley Crowther du New York Times l'a une fois qualifiée d'agréable mais à peine dynamique, reflétant le sentiment de nombreux critiques de l'époque. Malgré cela, Wilson s'est taillé une niche réussie à Hollywood. Ses fans l'adoraient pour son humour et sa capacité à se connecter avec eux, et elle est devenue une icône culturelle à part entière. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara était une actrice célèbre dont les cheveux roux flamboyants et la présence imposante à l'écran la distinguaient dans plus de 50 films. Surnommée la reine du Technicolor pour son apparence saisissante à l'écran, elle était surtout connue pour ses rôles dans des classiques comme L'homme tranquille et Quelle était verte ma vallée. Son talent a été reconnu tard dans sa vie avec un Oscar d'honneur en 2014, un témoignage de son impact durable sur le cinéma. Bien aimée par le public, certains critiques estimaient que ses performances manquaient de profondeur émotionnelle. Elle était souvent choisie pour des rôles qui mettaient en avant sa beauté et sa force, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles elle était plus une présence visuelle qu'une actrice polyvalente.
Pauline Kael l'a une fois décrite comme royale mais réservée, insinuant un manque perçu de vulnérabilité dans son travail. Cependant, la capacité d'Ohara à dominer l'écran et son éthique de travail constante lui ont valu le respect à Hollywood. Bien qu'elle ait fait face à certaines critiques, la longévité de sa carrière et son statut iconique la cimentent comme l'une des figures les plus mémorables de son époque. John Agar. La carrière hollywoodienne de John Agar n'a jamais atteint les sommets attendus. Avec plus de 50 films à son actif, il est devenu connu pour son travail dans des films de science-fiction et d'horreur à petit budget comme Tarantula et Revenge of the Creature. Bien qu'il soit apparu aux côtés de grandes stars au début de sa carrière, comme sa femme de l'époque Shirley Temple dans Fort Apache, Agar a eu du mal à laisser une impression durable. Les critiques décrivaient fréquemment son jeu d'acteur comme plat et sans inspiration. Son manque de charisme et son registre émotionnel limité étaient des critiques récurrentes, certains faisant remarquer que ses performances semblaient souvent plus adaptées aux films de série B qu'aux productions de première catégorie dans lesquelles il apparaissait occasionnellement. Les critiques de l'époque décrivaient sa performance comme mécanique, soulignant encore plus ses difficultés à établir un lien avec le public à un niveau plus profond. Malgré cela, Agar a trouvé sa place dans les films de genre, où son comportement stoïque convenait au récit simple des films de créatures de l'époque. Bien que son jeu d'acteur n'ait jamais été acclamé par la critique, ses contributions aux classiques de la science-fiction et de l'horreur lui ont valu un culte dans les années suivantes. Troy Donahue. La carrière de Troy Donahue était un exemple classique d'Hollywood, capitalisant sur le physique plutôt que sur le talent. Avec ses cheveux blonds frappants et ses yeux bleus, il est devenu un cœur de cible à la fin des années 1950 et 1960, jouant dans plus de 50 films, dont A Summer Place. Il a également été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, consolidant son statut d'icône culturelle. Cependant, les talents d'acteur de Donahue ont souvent été critiqués. Les critiques ont décrit ses performances comme rigides et émotionnellement superficielles, soulignant fréquemment qu'il s'appuyait beaucoup plus sur son apparence que sur son talent d'acteur. Bosley Crowther du New York Times a un jour remarqué que le jeu d'acteur de Donahue manquait de véritable conviction, rendant ses rôles superficiels. Cantonné dans des rôles romantiques superficiels, Donahue a eu du mal à se défaire de son image d'idole pour adolescent. Au fur et à mesure que sa popularité diminuait, la qualité de ses rôles aussi, et sa carrière s'est estompée dans l'obscurité. Bien que son jeu ait souvent été critiqué, l'impact de Donahue en tant que symbole de son époque reste indéniable, représentant une époque où Hollywood privilégiait la beauté avant tout. Alan Ladd était la preuve qu'une attitude calme pouvait faire de quelqu'un une star. Son allure robuste et sa personnalité réservée en faisaient un favori à Hollywood pendant les années 1940 et 1950, avec plus de 80 films à son actif. Bosley Crowther du New York Times a un jour commenté sur le manque de variété de Ladd, qualifiant ses performances d'adéquates pour un homme de peu de mots. Son comportement stoïque, bien qu'adapté au rôle dans les films noirs et les westerns, était souvent considéré comme limité pour les rôles dramatiques plus exigeants. Beaucoup ont soutenu que son succès reposait fortement sur sa présence physique plutôt que sur un jeu d'acteur en profondeur. Pourtant, le public l'adorait pour sa force tranquille, faisant de lui un symbole improbable d'héroïsme à son époque. La carrière de Ladd soulève la question. Son jeu d'acteur était-il vraiment terne, ou a-t-il redéfini ce que signifiait être un premier rôle à Hollywood à l'âge d'or? John Harlow. John Harlow, souvent appelé la blonde platine, était une icône culturelle des années 1930 qui est devenue l'une des plus grandes stars d'Hollywood malgré sa vie tragiquement courte. Ayant joué dans plus de 40 films, y compris des classiques comme Red Dust et Dinner at 8, elle fut la première actrice à personnifier le glamour et l'attrait sexuel d'Hollywood sur grand écran. La présence magnétique de Harlow et sa beauté frappante captivaient le public comme peu d'autres pouvaient le faire. Cependant, son jeu d'acteur fut d'abord accueilli par des critiques mitigées. Au début de sa carrière, les critiques l'accusaient de surjouer, avec des maniérismes exagérés qui éclipsaient parfois ses performances. Avec le temps, elle a perfectionné son art, recevant des éloges pour son sens du timing comique dans des films comme Libeled Lady. Malgré cette amélioration, Harlow n'a jamais reçu de grand prix d'interprétation au cours de sa carrière.
Sa mort prématurée à seulement 26 ans a interrompu, en bref, ce qui aurait pu être une trajectoire légendaire. Bien que ses performances aient parfois été critiquées, son influence sur le style et la personnalité à Hollywood reste sans égale. Jean Harlow demeure un symbole de l'âge d'or, prouvant que le charisme d'une star surpasse souvent la reconnaissance critique. Gene Kelly. Gene Kelly était une force cinématographique, connue pour avoir révolutionné les comédies musicales hollywoodiennes avec sa danse incroyable et sa chorégraphie dynamique. Avec plus de 40 films à son actif, dont Singin' in the Rain et Un Américain à Paris, Kelly a laissé une empreinte indélébile sur Hollywood. Il a reçu un Oscar d'honneur en 1952 pour ses contributions au cinéma et le prix AFI pour l'ensemble de sa carrière, plus tard dans sa vie. Malgré son talent indéniable en tant que danseur et chorégraphe, les critiques ont souvent noté que le jeu d'acteur de Kelly n'était pas à la hauteur de ses autres talents. Ses performances étaient parfois décrites comme secondaires par rapport à sa physicalité, avec peu d'étendue émotionnelle dans les rôles dramatiques. Bosley Crowther du New York Times a un jour commenté que le charme et l'athlétisme de Kelly étaient ses plus grands atouts, mais que son jeu pouvait sembler surrépété. Pourtant, son charisme et son énergie à l'écran faisaient de lui l'une des stars les plus aimées de son époque. Bien que la comédie n'ait pas été son point fort, les contributions de Gene Kelly au cinéma ont redéfini les possibilités des comédies musicales, lui valant une place parmi les légendes d'Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter était un tombeur des années 1950, célébré plus pour son apparence que pour ses talents d'acteur. Avec plus de 40 films à son actif, y compris Battle Cry et Damn Yankees, il a remporté le Golden Globe du meilleur espoir en 1956. Son charme juvénile et son apparence dorée en faisaient un favori parmi le public adolescent, consolidant sa place en tant qu'idole d'Hollywood. Cependant, les critiques étaient moins enthousiastes quant à ses capacités d'acteur. Hunter était souvent écarté comme un joli visage, avec une profondeur émotionnelle limitée dans ses performances. Des critiques comme Pauline Kael l'ont décrit comme « polished but hollow », soulignant son manque de profondeur dramatique. Ses rôles semblaient souvent stéréotypés, et il avait du mal à percer dans des rôles plus sérieux et acclamés par la critique. Malgré les critiques, l'influence de Hunter en tant qu'idole des adolescents des années 1950 est indéniable. Jane Greer. Jane Greer est surtout connue pour son rôle dans le film noir classique La Griffe du... où sa performance glaciale de femme fatale a laissé une impression durable. Elle a joué dans plus de 30 films au cours de sa carrière, souvent dans des rôles mystérieux ou séduisants qui mettaient en valeur sa beauté. Cependant, les critiques ont souvent remarqué sa gamme limitée en tant qu'actrice. Bien que Out of the Past ait mis en valeur son talent, beaucoup de ses autres performances manquaient d'impact, ce qui a conduit à des critiques disant qu'elle avait du mal à créer des rôles marquants. Bosley Crowther du New York Times a une fois remarqué que les rôles de Greer semblaient retenus, ce qui parfois nuisait à sa capacité à incarner pleinement des personnages complexes. Malgré les critiques, l'élégance et la présence à l'écran de Greer ont fait d'elle une figure mémorable de l'âge d'or d'Hollywood. Bien qu'elle n'ait jamais remporté de prix majeur, son rôle dans Out of the Past reste un moment décisif dans l'histoire du film noir, lui assurant une place dans la légende cinématographique. Liza Scott. Elizabeth Scott était une actrice américaine qui a travaillé pendant la période classique du film noir à Hollywood, principalement dans les années 1940 et 1950. Malgré sa longue carrière couvrant plus de 20 films, elle n'a jamais remporté de grand prix d'interprétation, ce qui reflétait le paysage difficile pour les actrices à cette époque. Scott était souvent cataloguée comme une femme fatale, une femme belle mais dangereuse, qui apportait généralement des ennuis aux personnages masculins dans les films policiers et dramatiques. Ses traits distinctifs, avec des traits anguleux et une voix rauque, la rendaient parfaite pour ses rôles. Elle était connue pour des films comme Dead Reckoning et Too Late for Tears, où elle jouait des femmes complexes et moralement ambiguës. Son style de jeu était considéré comme quelque peu limité. Bien qu'elle ait eu une présence à l'écran et une attractivité physique, les critiques ont suggéré qu'elle manquait de la profondeur émotionnelle des grandes actrices comme Bette Davis ou Barbara Stanwyck. Elle était plus un type qu'une interprète polyvalente, ce qui était courant dans le système des studios hollywoodiens, où les acteurs étaient souvent façonnés en personnages spécifiques. Le genre film noir était brutal pour les actrices, exigeant qu'elles incarnent des personnages durs et manipulateurs. Scott a réussi à se faire une carrière notable, malgré le fait de ne pas être considérée comme un talent d'actrice de premier plan. Sa capacité à survivre dans cet environnement compétitif témoigne de son professionnalisme et de son attrait à l'écran. Bien qu'elle ne soit pas une actrice récompensée,
Elizabeth Scott reste une figure intéressante dans l'histoire d'Hollywood, représentant un archétype spécifique de femme dans le cinéma du milieu du XXe siècle, Johnny Weissmuller. Bien qu'il ait été médaillé d'or olympique, son jeu d'acteur était tout à fait moyen et largement défini par un seul type de personnage iconique. Johnny Weissmuller, né le 6 février 1904, représente une fascinante intersection entre réussite athlétique et typage hollywoodien, incarnant un récit unique de comment la prouesse physique ne se traduit pas automatiquement en polyvalence d'acteur. Le voyage de Weissmuller vers Hollywood était extraordinaire, enraciné dans sa remarquable carrière de nageur. En tant que champion olympique ayant remporté 5 médailles d'or, il a d'abord gagné une reconnaissance publique pour ses capacités aquatiques extraordinaires. Ce passé athlétique est devenu à la fois son atout majeur et sa plus grande limitation dans l'industrie cinématographique. Ces personnages étaient essentiellement des variations du même archétype héroïque et musclé. Fort, quelque peu primitif, mais manquant de complexité psychologique. Cette limitation était particulièrement évidente lorsqu'il tentait des rôles en dehors de la franchise Tarzan. Malgré ses critiques, l'impact culturel de Weissmuller fut significatif. Il transforma le personnage de Tarzan d'une figure littéraire en une icône mondiale de la culture pop, établissant un pont entre les univers du sport et du divertissement d'une manière sans précédent pour son époque. Johnny Weissmuller est décédé le 20 janvier 1984. Chuck Norris. Norris n'était pas un acteur. Il a toujours été un héros d'action qui a profité de ses compétences en action pour rester dans le paysage du divertissement hollywoodien. Né le 10 mars 1940, Chuck Norris incarnait l'archétype de la star musclée du cinéma d'action, dont les capacités physiques surpassaient largement ses nuances d'acteur. Son parcours à Hollywood était fondamentalement différent de celui des acteurs traditionnels. La filmographie de Norris comportait principalement des rôles nécessitant une gamme émotionnelle minimale, mais une intensité physique maximale. Ces personnages étaient généralement des durs à cuire unidimensionnels, des protagonistes stoïques et musclés qui résolvaient les problèmes par le combat plutôt que par le dialogue. Des films comme Portée disparue et Delta Force sont devenus des emblèmes de sa carrière, mettant essentiellement en avant ses capacités de combat plutôt que la complexité de son jeu d'acteur. Les critiques ont constamment souligné que les performances de Norris portaient davantage sur la présence physique que sur une véritable interprétation de personnage. Il est devenu une icône culturelle, non pas par la sophistication dramatique, mais par une marque unique d'héroïsme hypermasculin qui a résonné auprès des publics pendant les années 1980 et le début des années 1990.